La famille Traoré et ses multiples succursales n'en finissent pas de baver de jalousie devant le gros succès remporté par l'affaire George Floyd aux États-Unis. Si seulement la mort d'Adama Traoré avait pu se terminer en George Floyd bis, tout cela aurait permis d'assurer aux demi-frères et quart de sœur d'Adama une retraite confortable, de voir venir la pluie et le mauvais temps et de couler de vieux jours heureux aux frais du contribuable français. Au lieu des sommes rondelettes engrangées par les Floyd, les Traoré ne récoltent que crachats et mépris. Les pauvres, car si nous n'avions pas encore compris, Assa Traoré, l'égérie du French Black Lives Matter, va nous le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans notre maudite caboche de réactionnaires, les victimes, c'est nous. Oui, nous, les victimes du racisme et du patriarcat blanc hétéronormé, nous sommes condamnés par les revers de la fortune et les injustices de la société à faire la une des médias français et internationaux, à prendre la tête de cortège subventionnée, à porter des chaussures de luxe à la célèbre semelle laquée de rouge, facturée entre 595 € et 5395 € la paire. Si c'est pas trop dur la vie, il faut savoir que, pour renforcer et légitimer son statut de victime perpétuelle, Assa Traoré a dû se rendre au tribunal ces derniers jours pour soutenir son frère Bagui Traoré, poursuivi pour tentative d'assassinat sur des membres des forces de l'ordre lors des émeutes de Persan-Beaumont en 2016. Excusez du peu, une victime lui aussi, pauvre chaton. La victime Bagui, soutenue par la victime Assa, est accusée d'avoir organisé les attaques contre les forces de l'ordre dans les heures et jours qui ont suivi la mort d'Adama. Assa, pour sa part, est citée comme témoin. Interrogé par le président Marc Trévidic sur les tirs qu'ont essuyé les gendarmes et le parcours judiciaire de son frère Bagui, la militante a expliqué, avec un sens rare de la formule, qui pourrait lui valoir d'être embauchée chez Libé pour rédiger les unes, Bagui n'est pas parfait. Chez les Traoré, le manque de perfection se chiffre. Bagui a en effet 19 mentions sur son casier judiciaire pour violence, vol, trafic de stupéfiants. Il collectionne déjà quelques séjours en prison. La justice française, toute laxiste qu'elle soit, a bien été obligée de reconnaître que son cas était sérieux. Mais Assa n'en démord pas. Les victimes qu'elle dit, c'est nous, les Traoré, une famille polygame de 17 enfants, dirigée par un père chef de chantier arrivé du Mali dans les années 60, nourri à coups de subventions et qui a fait de la haine de la France son principal business. Des braves gens en somme. Que cela rentre définitivement dans nos maudites caboches franchouillardes. Les victimes, c'est eux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une fois de plus, Jean-Paul Sartre s'est magistralement trompé. Parmi toutes les stupidités historiques qu'il a proférées, il avait indiqué « l'enfer, c'est les autres ». En fait, l'enfer, c'est la ville. Mais comme la ville est fréquentée par les autres, finalement, le Sartre a eu un petit peu raison. L'enfer, c'est un peu les autres. Bon, si vous n'arrivez pas à me suivre, ce qui est possible, car j'ai du mal à me suivre moi-même, téléphonez tout de suite à TV Liberté et je recommence ma chronique. Alors, pourquoi la ville devient-elle un enfer ? Parce que, pour tout un chacun, l'agression devient générale, permanente, inévitable. Prenons un exemple précis. Je pars faire des courses avec mon petit cabas sous le bras. Je sors de mon immeuble et me fais frôler la moustache par une trottinette qui passe au ras de la porte de mon immeuble à la vitesse de la fusée Ariane. Heureusement, j'évite l'accident en me plaquant contre la dite porte. Je commence à marcher sur le trottoir et je dois participer au hurlement d'une excitée qui raconte sa vie à quelqu'un en main libre sur son portable. En la doublant rapidement pour retrouver un peu de silence, un père de famille et ses deux enfants, pédalant à toute allure sur le trottoir, manquent de me renverser. Je m'apprête à les insulter grave, je veux dire, quand ma voix est couverte par une moto dont le moteur hurle et éclate le tympan de tous ceux qu'elle croise.
Je presse le pas de plus en plus énervé et je tombe sur un panneau publicitaire qui m'explique que je dois aimer ma fille si elle est trans. Je represse le pas de plus en plus énervé, je rentre dans ma boulangerie et une voix comminatoire m'intime l'ordre de mettre mon masque ou de sortir. Et je me fais fusiller du regard par 3 clients masqués jusqu'aux cheveux qui me font comprendre par leur regard d'acier que j'ai évidemment intérêt à obtempérer. Je me sens accablé. Je décide tout net d'arrêter mes courses. Je rentre chez moi avec une seule petite baguette de pain dans mon cabas. Je prends 2 Doliprane, je m'allonge sur mon lit avec une serviette mouillée sur le front et je me prends à rêver de la vie à la campagne, loin du bruit, de la fureur, de l'agressivité de la ville. En plus, imaginons que toute cette scène se soit passée à Paris. Cela aurait été 10 fois pire, sans compter les rats d'Hidalgo qui auraient sauté dans mon cabas pour dévorer ma petite baguette. La morale de cette histoire est simple. Pour vivre heureux, si on le peut bien sûr, vivons campagne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Macronor Blablator, empereur de la Covidie et prince de la Carambouille, a encore frappé. Il a cru important d'infliger aux courageux Français qui acceptent encore de l'écouter une sorte de bouillie insipide débitée à la télévision devant des journalistes émerveillés par une prestation d'une aussi rare nullité. Comme dit Tante Gertrude, qui se ressemble s'assemble. Tout ayant été dit sur la partie covidique de son topo fumeux, il n'est pas inutile de se pencher sur ses affirmations économiques délirantes qui révèlent une fois de plus, si cela était nécessaire, son incompréhension profonde des mécanismes économiques. Et si je n'étais pas charitable, ce que je ne suis pas bien sûr, j'ajouterais que Macronor Blablator ne comprend rien à rien sur à peu près tous les sujets. Et qu'il est pitoyable quand, à Lourdes, où il n'a rien à faire, il laisse ses nervis massacrer un opposant courageux et poli qu'il avait interpellé en l'appelant « Monsieur Macron », ce qui était faire trop d'honneur à Tyrannor Covidor. À quand des sections d'assaut à la mode nazie qui, du temps d'Adolphe, avaient exactement la mission des nervis macroniques, taper sauvagement sur des opposants désarmés. Tout cela est profondément méprisable et mérite le plus grand mépris. Revenons à l'économie. Comment ose-t-il affirmer que l'économie française se porte bien et même mieux que dans nombre de pays, quand à l'évidence, notre situation est catastrophique. Reprenons simplement quelques indicateurs macroéconomiques clés. La dette publique, qui frise les 3 000 milliards d'euros, révèle que la France est en faillite. La dette privée n'a jamais été aussi élevée et fragilise considérablement les banques. Le commerce extérieur, qui sera à nouveau déficitaire en 2021 de 60, 70 ou 80 milliards d'euros, connaît une véritable déroute. La production industrielle s'écroule. Elle ne représente plus que 10% de la production intérieure brute contre 25% à la fin du siècle dernier. Le chômage, toutes catégories confondues, est supérieur à 30% de la population active, niveau évidemment totalement insupportable. La France conserve la médaille d'or des prélèvements obligatoires, des taux d'imposition, des déficits sociaux, etc. Churchill, face à une situation aussi dégradée, aurait galvanisé sa population entre 2 rasades de whisky en promettant du sang et des larmes, mais en promettant qu'au bout de la route, le pays retrouverait son éclat économique. Macronor Terminator, se mettant au niveau d'un élève de terminale, section économique dans un lycée à problème, claironne que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français et qu'il prépare 2030 avec ardeur. Mais nous, crétins historiques, nous aimerions tant qu'il s'intéresse plutôt à 2021. Alors, que peut-il se passer dans les mois à venir ?
Blablator arrivera peut-être à faire passer son discours mensonger jusqu'aux élections présidentielles de 2022, car les instances européennes, et notamment la BCE, injecteront dans l'économie française autant de monnaie qu'il le faudra pour être réélus, monnaie de singe évidemment, ou monnaie de guenon pour plaire à Marlène Schiappa mon amour. Une fois cette réélection assurée, l'impitoyable réalité reprendra le dessus, et advienne que pourra. Cependant, il peut aussi y avoir des événements inattendus qui déclenchent un krach économique et financier d'une ampleur inouïe avant le printemps 2022. Il nous reste à espérer qu'en de telles circonstances, notre France sera gouvernée par un nouveau chef d'État, un vrai de vrai cette fois-là. Le ministère se réjouit, les professeurs applaudissent, les médias exultent, les familles entrent en transe. Jamais les résultats du baccalauréat n'ont été aussi bons. En fait, ils ne sont pas bons, ou très bons, ou très très bons. Ils sont tout bonnement excellentissimes. Attention, les résultats vont tomber, palpitations cardiaques, transpiration des mains. 93% de reçus. Youpi tralala, qu'elle est plus belle la vie. Bon, petite déception pour le chroniqueur de TV Liberté que je suis. J'avais annoncé qu'il y aurait 103% de reçus et je me suis planté. Je demande donc aux téléspectateurs leur indulgence. Nul n'est parfait, j'en suis la preuve vivante. Revenons sur les 93%. Nous savons, par des études diverses et avariées, que près du quart des élèves de terminale, arrivant à l'examen du baccalauréat, connaissent d'importantes lacunes en lecture, en écriture, en calcul simple. Or, il n'y a que 7% de recalés à l'examen. Pour mieux réfléchir à cette situation problématique, grattons-nous furieusement le cuir chevelu. Frottons-nous fébrilement nos neurones et faisons-nous injecter une douzaine de vaccins anti-Covid pour se mettre en forme. La seule conclusion que l'on peut tirer de ces chiffres est que le baccalauréat n'est plus qu'un chiffon de papier donné à tous. En effet, si le quart ou presque des bacheliers rencontrent des problèmes sérieux de lecture, d'écriture et de comptage, l'on peut se demander par quel miracle les 3/4 de ce groupe peuvent être diplômés du baccalauréat. En clair, ou plutôt en sombre, voire en très sombre, le baccalauréat est mort et bien mort et il n'y a plus qu'à organiser une cérémonie funéraire républicaine pour l'enterrer en bonne et due forme. En tête du cortège funéraire, Michel Blanquer, le Michou mon pote à moi, grand ordonnateur de l'euthanasie du diplôme, portant avec gravité les outils symboliques magiques de la franc-maçonnerie, suivi par tous les ministres de l'Éducation nationale des 50 dernières années, qu'ils soient morts ou vivants, et qui ont tant contribué à démolir la formation française de la jeunesse, tant enviée dans le monde entier jusqu'au milieu du siècle dernier. En accompagnement de tous ces ministres, toutes les structures gauchistes, laïcardes, marxisantes, tellement heureuses de voir enterrer ce symbole de la dictature élitiste bourgeoise. En toile de fond, bien évidemment, un orchestre de rappeurs auquel a été commandée la musique funéraire pour le prix de plusieurs millions d'euros et qui peut donc cracher son venin sur la France détestée de façon toute républicaine. En clair, ou plutôt en sombre, voire en très sombre, pour la cérémonie funéraire du bac, que du beau monde tel que nous l'aimons. Il faut donc y participer. J'y vais, j'y cours, j'y vole. Nous savions que Macron était papiste, c'est son droit, et que le pape était macroniste, c'est son choix. Mais de là à ce que tous les deux se révèlent en même temps des dictateurs patentés qui imposent de façon dictatoriale leur idéologie chaotique,
interpelle juste quelque part, je veux dire, comme disent encore et encore les bobos du Marais quand ils fument leur moquette. Je passerai rapidement sur les mesures liberticides décrétées par Macronor Tyrannor il y a quelques jours, fondées sur des assertions covidiques abracadabrantesques qui sont à la science ce que les grillades de porc sont au repas musulman. Tout a été dit et redit sur le sujet, la dictature sanitaire macronique est avérée, je n'en dirai pas plus et me contenterai d'appeler à la résistance par tous les moyens. Parlons maintenant de François. Celui-ci a pensé intelligent de jeter à la poubelle le magnifique texte d'unité qu'avait publié Benoît XVI en son temps, texte permettant de réconcilier une église conciliaire progressiste en diable et une église traditionnelle fondée sur le respect de la tradition bimillénaire de l'église, basée notamment sur l'utilisation du latin comme langue universelle. Le texte du pape peut se résumer en une phrase. Les traditionalistes rances et moisis raoustent, qu'ils aillent au diable, je ne veux plus en entendre parler, point final. Pauvre Benoît XVI, méprisé à ce point de son vivant par son successeur. Cette décision papale a provoqué un tsunami mondial se traduisant par une avalanche de questions. Je ne résiste pas au plaisir de vous en citer quelques-unes. L'opération que le pape venait de subir lui a-t-elle abîmé les neurones à ce point ? François a-t-il pensé que la chaleur estivale permettrait de faire passer une décision invraisemblable qui est une déclaration de guerre à un nombre considérable de catholiques dans le monde ? Le pape est-il à ce point progressiste qu'il considère qu'il doit détruire peu à peu tout ce qui a été fait avant lui par ses prédécesseurs depuis 2 millénaires ? A-t-il trouvé lumineux de déclarer la guerre à une partie importante du monde catholique alors que l'Église mondiale connaît de gigantesques problèmes ? François est-il à ce point rigide qu'il en devient dictatorial, insupportable ? Le pape fait-il preuve d'une élémentaire intelligence en regardant avec des yeux énamourés l'Église catholique allemande sombrer dans l'hérésie et donc dans le schisme, mais en choisissant de s'attaquer violemment à la partie la plus solide du monde catholique mondial ? Le pape ne devient-il pas le plus grand diviseur de l'Église catholique, sachant que le prince de la division s'appelle le diable ? Finalement, le pape est-il raisonnable ? A-t-il toute sa raison ? À toutes ces questions, dont la liste n'est pas exhaustive, chacun répondra comme il le veut. Quoi qu'il en soit, il est probable que les dégâts réalisés par un François mondialiste, immigrationniste, écologiste à la mode Greta Thunberg, déconstructiviste et sur le fond résolument révolutionnaire, laisse à sa mort une église catholique en bien piteux état. Il y a quelques jours, je parlais à ma tante Gertrude de Macron et François, et elle me disait, avec son bon sens légendaire, « Ces deux-là, vivement qu'ils nous quittent, à condition qu'avec les suivants, ça ne soit pas pire. » Sacrée tantinette, va. Moi, je t'aime vraiment très fort.